Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, cette main bionique portée par Mitsuko. Depuis 9 mois, elle apprend à vivre avec. C'est notre dernier épisode de notre feuilleton sur la fête de la science. La fête de la science arrivera à son terme samedi au collège de Caméré. Bilan sur cet événement scientifique devenu incontournable avec notre invitée Christine Pacuta de l'association Symbiose. Un drone qui planterait 1 milliard d'arbres par an, une toute nouvelle invention pour lutter contre la déforestation massive. Vous le verrez, cette idée pourrait être bien utile chez nous. Mais avant de développer ces titres, l'incendie de l'île des Pins maîtrisé, 1000 hectares sont partis en fumée, mais de nombreux points chauds subsistent encore. Un dispositif de surveillance sera maintenu tout le week-end. Plus de détails avec lieutenant Christophe Baumann, joint par téléphone. Le feu a été maîtrisé hier soir à 17h15 et donc passé maître du feu. Aujourd'hui, les actions se sont poursuivies puisque maintenant on est dans une phase de traitement des lisières et des différents points chauds pour éviter toutes les reprises qu'on pourrait rencontrer. Donc un dispositif de 55 personnes a été mis en place avec la sécurité civile, les sapeurs-pompiers locaux, enfin qui sont les agents de la commune. Et surtout les bénévoles de l'association de lutte contre les feux de brousse de l'île des Pins qui sont là massivement. Le bilan est positif puisque personne n'a été blessé et aucun dommage n'a été créé auprès des habitations ou que ce soit des lignes téléphoniques ou électriques. Cependant, pour la végétation, le bilan est lourd puisqu'il y a 1046 hectares de végétation qui sont partis en fumée. Vivre avec une main bionique, c'est le quotidien de Mitsuko depuis 9 mois. Âgée de 7 ans, elle a perdu les doigts d'une main après un accident domestique. Depuis, elle apprend à vivre avec. Duke Menango et Anissa Toussi. Mitsuko a 7 ans. C'est la première enfant à avoir reçu une main 3D en Nouvelle-Calédonie. Je mets la main dans la main. Après, je mets les scratchs. Et en bougeant le poignet, ça ferme les doigts. La fillette a choisi elle-même la couleur de sa main. Et depuis le mois de janvier, elle apprend à vivre avec cette prothèse bionique. Désormais, elle arrive à refaire les gestes du quotidien avec sa main droite. Celle-ci lui a été délivrée par l'association Enable France. Depuis peu, une antenne de cette association a été créée au pays, elle-même équipée d'une imprimante 3D. Pour réaliser ces mains, il faut effectivement qu'on ait quelques prises de vue. On arrive à modéliser la main, connaître la dimension et à partir de fichiers existants, quand on retravaille, on adapte la main à l'enfant et à sa morphologie. Après avoir paramétré l'imprimante, Jean-Christophe installe ce rouleau de filament jaune biodégradable composé d'amidon de maïs, qui permet à l'imprimante de modéliser la prothèse en 3 dimensions. Voilà, au bout de 25 minutes, on se retrouve avec un doigt qui ira se monter sur une phalange et qui viendra se clipser avec un petit clip qu'il faudra nettoyer bien sûr. Voilà. Et on aura un petit air élastique de rappel. Pour être à l'aise durant toute sa croissance, Mitsuko bénéficie de 3 mains qu'elle pourra changer en fonction de sa taille. Une main de ce genre coûte 6 000 de nos francs. Christine Pacuta, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeure de sciences au lycée de Pointe-Bout et vice-présidente de l'association Symbiose qui organise la fête de la science. Alors, nous allons revenir avec vous sur la série de reportages que nous avons consacrés à cette fête. Mais d'abord, que vous inspire ce reportage ? Comment ne pas avoir envie d'être scientifique quand on voit ce que ça peut apporter dans tous les domaines, y compris dans ce domaine tellement humain du handicap. D'accord, là, on voit la science permet des avancées extraordinaires et accessibles à tous. Exactement. D'accord. Alors, dans la presse internationale, justement, le courrier de Russie, bimestriel francophone d'information, revient sur une initiative hors du commun. Maxime Liachko, 28 ans, vit à l'extrême nord de la Sibérie. Ingénieur, il perd son bras droit dans un accident du travail en 2013. Des prothèses existent, mais s'avèrent hors de prix pour lui. Il se fabrique alors une prothèse maison à partir de matière thermoplastique, ce qui lui donne l'envie d'aller plus loin. Sur Internet, il découvre un robot fabriqué sur imprimante 3D. Il achète une imprimante de ce type
apprend la technologie du modelage 3D et propose dès janvier 2015 le premier prototype de Max Bionic, c'est-à-dire une main en plastique capable de remuer des doigts, de saisir et de tenir des objets. Depuis, il a mis en ligne le patron de son invention que tout un chacun peut télécharger et fabriquer à l'aide d'une imprimante 3D. Bon, seul reproche, peut-être, c'est le site en question n'est qu'en russe. Alors, à quand une imprimante 3D dans les classes? Ouf. Nous en avons vu quand nous sommes allés dans des lycées en Corée. Ici, on attend, ça viendra. Ça coûte un peu trop cher, je pense. Très. D'accord. Alors, on vient de voir comment fonctionne cette imprimante de 3D et cette prothèse-là. Là, on a compris, mais la science a cette réputation d'être compliquée. Pourquoi? C'est peut-être quelque chose d'ancien. Je pense que maintenant, dans les 20 dernières années, on a quand même désacralisé la science. Et en particulier ici en Calédonie, avec les fêtes de la science qui battent leur plein chaque année. C'est un objectif de cette fête. C'est un objectif de l'association Symbiose, la culture scientifique, et de dire que la culture scientifique n'est pas réservée à quelques-uns, au contraire. Dans une société, le risque est grand de subir plutôt que de comprendre. Alors nous, on a envie que les jeunes comprennent le monde qui les entoure. D'accord. Alors mardi, nous étions au lycée Antoine Kella, qui recevait la fête de la science. Plus de 1000 personnes 2000 personnes présentes ou 600, oui, un grand nombre d'élèves, 600 visiteurs, en plus de tous les élèves qui ont présenté, je crois, 23 projets différents, une vingtaine de partenaires. Pour le concours scientifique? Exactement, pour le concours scientifique du Nord. D'accord, donc on voit, c'est un succès populaire, mais au-delà de cette fête, est-ce que les filières scientifiques attirent beaucoup les jeunes? Elles les attirent de plus en plus, justement peut-être parce qu'elles font moins peur qu'elles ne le faisaient il y a quelques années. Et puis, par exemple, au lycée de Pointe-Boute, on va ouvrir des filières l'année prochaine qui sont des filières relativement scientifiques dans le domaine du laboratoire ou du développement durable. Et les demandes sont déjà là. D'accord. Alors pour les concours scientifiques, hier, nous avons parlé d'un projet des élèves du collège de Koumak sur la culture du sel au pays. Ce projet a été sélectionné, ce qui veut dire que ces élèves iront samedi à la finale au collège de Caméré. Comment sont sélectionnés ces finalistes? Nous ne sélectionnons pas, nous proposons de venir et nous prenons tous ceux qui veulent venir. D'accord, mais après avoir présenté leur projet sur place Eh bien, ils le présentent souvent ici, en province Nord, pour ceux du Nord. En fait, le projet de Koumak est un atelier scientifique, c'est-à-dire que les élèves ont travaillé toute l'année avec 2 de leurs professeurs. Ils ont donc préparé en amont et ils sont venus à Point-d'Imier et ils vont aller de nouveau défendre leur projet à Nouméa. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un projet qui a été, par exemple, une source d'inspiration pour des chercheurs ou qui a vraiment abouti après la fête de la science? Oui, il y a des projets qui ont des suites après les fêtes de la science et puis qui même donnent des suites sur d'autres groupes d'élèves qui continuent le projet. Il y a aussi des projets qui sont partis être présentés à l'étranger suite à la fête de la science. Il y a aussi des partenariats avec certains organismes de recherche qui se sont noués et qui continuent à vivre. Alors, lundi, nous avons parlé des élèves du collège de Wani à la Wailou qui ont préparé un projet sur le profil du lagon. L'environnement marin est le second thème cette année. Alors, sciences, technologie et environnement, alors pourquoi avoir voulu lier ces 3 domaines? Parce qu'ils sont absolument impossibles à séparer. Surtout ici en Nouvelle-Calédonie? Oui, moi je trouve. Et puis on ne peut pas comprendre l'environnement sans un minimum de culture scientifique. Et puis on ne peut pas décider d'agir pour cet environnement avec là aussi un minimum de culture scientifique. Donc ce n'est pas séparable. D'accord. Alors, après Caméré, il y a aussi un petit mot, un prix du jeune inventeur. Peut-être un petit mot sur ce prix et le prix du public. À quoi ça va servir? Alors en fait, quand nous faisons une fête de la science, nous faisons un jury dit scientifique, donc avec nos partenaires et des enseignants et des chefs d'établissement et des instituteurs, des adultes qui vont là aller voir les groupes et avoir des critères plus scientifiques pour les juger. Et puis nous avons les prix dits publics, c'est-à-dire que là, tout un chacun va voter pour le groupe qu'il préfère. Un groupe de primaire, un groupe de collège, un groupe de lycée. Donc ça va nous amener à la fin à des prix dans le domaine du jury public et dans le domaine du jury scientifique. Et donc cette année, un exemple?
Eh ben, cette année, par exemple, à Point-d'Imier, il y a eu 3 groupes primés en lycée, 3 groupes en collège, 3 groupes en primaire public, donc par les votes des personnes qui sont venues. Et comme il y a eu 600 visiteurs, ben, ça fait pas mal de votes. Et sur le jury scientifique, c'était d'autres groupes, parce que la façon de voir le travail des élèves n'est pas la même. Et c'est bien qu'ils puissent avoir ces 2 regards-là. Et quelle innovation vous a tapé dans l'œil à vous? Wow, plein. Il y a des choses, je suis toujours étonnée par... il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Il y a des élèves qui ont travaillé sur les bonbons acidulés. Je trouvais ça... oui, c'est finalement tellement quotidien. Des élèves sur, je sais pas moi, les longueurs d'onde et les plantes. Voilà, des choses qui peut-être des fois peuvent paraître bateaux, mais ce que je trouve moi formidable, c'est qu'ils sont là pour leur projet. Ils communiquent. Et alors pour la communication, quand vous avez des petits là, de primaire qui vous expliquent le cycle de l'eau avec des mots, mais vraiment, moi je trouve ça formidable. C'est le but. Sur les bonbons acidulés, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Je ne me souviens pas exactement de ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'était probablement bien fait puisqu'ils ont reçu un prix. Et donc ça veut dire que leur communication est passée. D'accord. La Christine Pacuta, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors l'invité d'honneur de cette édition, Claude Grison, a tenu une conférence hier sur le thème « Recherche bio inspirée, la nature des hommes, des solutions vertes ». Conférence que vous retrouvez en intégralité samedi sur NCTV. Je vous propose de voir un extrait. Elle nous parle d'éco-catalyseurs, soit des molécules issues de plantes qui stockent des métaux comme du nickel. Elle nous explique à quoi servent ces molécules. Qu'est-ce qu'un catalyseur? Donc tout le monde n'est pas chimiste ici. Mais ce n'est pas si compliqué que ça, parce que finalement, c'est un terme très commun qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de différence avec la chimie. Qu'est-ce qu'une personne qu'on qualifie de catalyseur? C'est une personne qui a une bonne idée pour débloquer une situation difficile. Un projet collectif qui aurait du mal à évoluer peut tout d'un coup avancer beaucoup plus vite parce qu'une personne a l'idée qu'il faut, et donc on va la qualifier de catalyseur. En chimie, c'est pareil. Il y a certaines réactions qui sont extrêmement difficiles, très lentes, voire impossibles. Et on a besoin de catalyseurs pour les faire démarrer ou pour les accélérer. C'est exactement la même idée. Et puis on enchaîne avec une toute nouvelle invention qui pourrait être une solution contre la déforestation massive. Un drone capable de planter 1 milliard d'arbres par an. Comment ça fonctionne? C'est dans le Web du Pacifique, préparé ce soir par Prosper Pagou. Un drone planteur d'arbres. Selon son concepteur, il est capable de planter plus d'1 milliard d'arbres par an. Le processus de reboisement comprend 2 étapes. D'abord, le drone survole la zone déforestée, puis on réalise une cartographie en 3D. Les meilleurs emplacements pour les futures graines seront ainsi déterminés. Un itinéraire est alors choisi pour l'engin volant qui sèmera aux endroits désirés grâce à un canon à air comprimé. Les graines ressemblent à des cosses biodégradables contenant 2 graines ainsi que des nutriments. Cette invention britannique pourrait nous être utile en Nouvelle-Calédonie. Les forêts dévastées par les incendies auront peut-être la chance d'être entièrement reboisées et les sites miniers abandonnés pourront être revégétalisés assez rapidement. Au Vanuatu, on serait tenté de plonger et pêcher dans cette mer poissonneuse. Pourtant, cette feuille de cycas plantée en mer l'interdit. Par ce geste, le chef de la tribu limitrophe a rendu tabou cette zone de pêche dont il est coutumièrement responsable, récifs et lagons compris. Traditionnellement, cela est fait pour gérer les ressources marines. Malgré cela, devant le développement régulier de la population et une augmentation des besoins dus à la demande, une érosion des ressources marines se fait sentir année après année. Des scientifiques de l'IRD ont tenté de comprendre le fonctionnement de ces aires tabous traditionnelles, en évaluer leur efficacité et proposer des solutions pour tenter de freiner la diminution des ressources marines côtières de l'archipel.
Et voilà, les aires tabous, ce sera le premier sujet des cases des sciences qui sera diffusé le 13 octobre à 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Samia Maïté, reporter, qui nous parlera ce soir des requins. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.